On peut dire qu'il a été beaucoup étudié en comparant des patients et des individus en bonne santé, en termes de composition du microbiote intestinal notamment. Et on a fait ça beaucoup pour des patients qui sont sujets aux grandes maladies de société moderne. En fait. C'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le cardiométabolisme, donc c'est l'obésité, le diabète, la combinaison des deux, plus ou moins sévère. C'est les maladies hépatiques, comme la stéatose par exemple, au début de foie gras. On a travaillé sur d'autres contextes, comme les maladies neurologiques par exemple, neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, et neuropsychiatriques, comme l'autisme, la schizophrénie, le trouble bipolaire, ou encore l'anxiété et la dépression. Et dans ces cas-là aussi, on a documenté une altération du microbiote intestinal qui renforce pour nous l'évidence que c'est un levier possible en fait, d'action dans ces contextes de maladies chroniques. On a pu documenter le fait que certaines bactéries intestinales, qui sont une composante normale en fait, du microbiote dominant de l'adulte en bonne santé, ont tendance à diminuer ou disparaître dans des maladies, par exemple des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et au point que finalement on est au stade aujourd'hui où on essaye de faire pousser ces bactéries dans des conditions de fermentation et puis d'en faire des pilules pour essayer de voir si elles pourraient améliorer la prise en charge des malades dans ces maladies. Donc c'est vrai dans les maladies inflammatoires de l'intestin. On a des démarches analogues dans les maladies du foie, comme la stéatose hépatique non alcoolique par exemple, et pour laquelle on aimerait bien avoir à disposition des microbes qui permettraient d'améliorer la prise en charge des malades. Pas nécessairement intégralement assurer la guérison, mais en tout cas contribuer à la prise en charge. Et il y a un autre domaine sur lequel on a travaillé, c'est le contexte des maladies ou des troubles neuropsychiatriques. Et donc, je peux donner l'exemple de l'autisme, où dans l'autisme, ce qui a été montré, c'est que le microbiote chez l'enfant autiste est altéré par rapport à l'enfant qu'on appelle neurotypique, un enfant en bonne santé de ce point de vue-là, de bonne santé mentale. Et on est allé plus loin, on a montré que si l'on transfère le microbiote d'enfants autistes vers des modèles animaux élevés sans germes, et qu'on les fait reproduire, la génération suivante a un comportement altéré, elle a un microbiote altéré, elle a une inflammation, en fait, un contexte inflammatoire, et puis les molécules, les petites molécules qui sont produites par le microbiote sont différentes, certaines disparaissent, et on a même, au niveau du cerveau, de l'expression de gènes, donc tous les mécanismes en fait, de fonctionnement du cerveau, qui sont modulés par ce transfert de microbiote d'un enfant autiste vers un animal élevé sans germes. Et puis on est allé encore un cran plus loin, on a fait un transfert de microbiote fécal d'individus en bonne santé vers des patients et on a montré que ce transfert de microbiote intestinal était capable de résoudre les symptômes intestinaux, quand il y a des symptômes intestinaux, par exemple de la diarrhée ou de la constipation, et au-delà de ça, était capable de remettre en situation favorable les enfants autistes en termes de performance et de concentration pour réaliser des petits exercices. Encore un sujet sur lequel on a avancé beaucoup, mais depuis seulement une dizaine d'années à peu près, c'est le traitement du cancer. On a montré que chez les patients qui ont développé un cancer, la médecine traite le cancer par des stratégies un peu lourdes, en fait. On pense à la chimiothérapie ou à ce qu'on appelle aujourd'hui l'immunothérapie. Et on a pu, par la science, documenter que la composition du microbiote intestinal est un prédicteur de la réponse au traitement. Et ce qu'on a montré avec nos collègues médecins, c'est que la caractérisation du microbiote intestinal va permettre de prédire que le patient sera répondeur ou non répondeur à l'immunothérapie avant même d'avoir commencé le traitement. Et donc on voit comment des observations comme ça permettent d'avancer finalement vers des stratégies nouvelles de prise en charge du malade en considérant que c'est un humain, mais c'est un humain microbien et ce qui compte c'est vraiment la relation qu'il a avec ces microbes et c'est cette relation qui va nous servir comme levier finalement pour améliorer les performances de la médecine de demain.